Bonjour tout le monde, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'âme stellaire. On avance tranquillement mais sûrement aujourd'hui vers la fin de l'ouvrage du premier livre, celui-ci. Je le rappelle, la saga âme stellaire, c'est une saga en 3 livres. Donc le premier Utopia, le deuxième La pierre angulaire, le troisième L'héritage des étoiles. Et ça va me faire grandement plaisir également de partager là, sous forme de livre audio les 2 autres livres. Je vois que vous appréciez en général l'histoire. Donc, moi, c'est vraiment un bonheur pour moi de vous transmettre cette saga, de vous plonger dans cet univers-là qui est tellement beau. Et vous allez voir, là, si vous me suivez tout au long de cette aventure, que dans le livre 2, il va y avoir des grosses initiations qu'Evodia va vivre. On va parler de fusion avec les aspects de notre identité supérieure. On peut parler de fusion avec l'esprit, mais dans cette saga-là, j'essaie le plus possible de rester hyper simple dans le vocabulaire que j'utilise pour que tout le monde, en fait, que ça soit un jeune de 15 ans ou quelqu'un qui est sur un chemin de conscience depuis des années, comprenne, intègre les enseignements qui jalonnent notre parcours. Donc c'est ça, j'ai vraiment eu envie de rester le plus simple possible, mais les informations sous forme de vibrations sont présentes là, dans les 3 ouvrages. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je vais y aller avec le chapitre 16. C'est l'avant-dernier chapitre de ce premier opus. La semaine dernière, je vous avais lu le chapitre 15, donc c'est la suite. Vous connaissez un peu maintenant comment je fonctionne. Parfois, je saute certains passages. Ça ne va pas être le cas aujourd'hui. Je vous lis le chapitre dans son intégralité, mais comme toujours, je voulais vous transmettre des petites infos pour que vous puissiez bien suivre le passage. Donc, je vous rappelle, on est toujours dans le championnat annuel d'Utopia. Evodia, l'héroïne principale de notre saga, y participe. Son intention première, remporter le coup de cœur du public. Donc, je le rappelle encore une fois, Evodia, c'est quelqu'un avec une forte personnalité. Elle aime être sous les feux des projecteurs quand il est le moment de développer son plein potentiel, de mettre de l'avant ses forces. Parce que ce qu'elle explique également, c'est que par le passé, quand elle habitait sur la planète Terre, elle était beaucoup plus en retrait parce qu'elle était très présente de ses faiblesses, de ses lacunes. Elle avait moins tendance à mettre ce qui la met en valeur de l'avant, tandis que depuis qu'elle est sur Jupiter, grâce à Solaris, son professeur, son amoureux également, il a fait prendre conscience qu'elle avait des grandes forces, un immense potentiel. Donc, elle aime ça, montrer aux gens de quel bois elle se chauffe. Et le championnat, pour elle, c'est une merveilleuse occasion de faire ses preuves. C'est également ce qu'elle explique à Alpha dans la dernière épreuve qu'elle a vécue là, à la fin du chapitre que je vous ai lu la semaine dernière. Je le rappelle pour les gens qui n'auraient peut-être pas vu cette vidéo, Alpha, c'est le chef des forces lumineuses. C'est un être solaire, un être qui est intégré dans ses principes. On parle d'amour, d'intelligence, de volonté. C'est un être également avec d'immenses responsabilités. Donc lui, il a pour mandat de protéger les Jupitériens contre les envahisseurs, contre la menace qui plane dans le système solaire. Donc, c'est un être qui, de prime abord, peut paraître très, très froid, détaché de son monde émotionnel, coupé vraiment de toute la dimension humaine, mais vous allez apprendre au fil du récit que Alpha, en fait, c'est vraiment un être extraordinaire, mais il va en faire voir de toutes les couleurs à Evodia et leur relation va se développer tout au fil de la saga. Et sachez que moi, cette relation-là, j'ai adoré l'écrire, adoré la créer. Pour moi, c'est aussi intense que la relation que j'ai développée entre Evodia et Solaris. Donc, oui, j'ai hâte que vous découvriez là, comment la relation entre Alpha et Evodia va évoluer tout au fil de la saga. Tout ça pour dire que je vous rappelle comment s'est terminé le chapitre 15. Donc, Alpha, il a créé en fait un instrument de torture qu'Evodia appelle le tripalium. L'épreuve consiste à ce que Evodia répond à des questions. Donc, il va, Alpha, se servir du profil psychologique et émotionnel d'Evodia pour lui poser ses questions. Et en fait, le but qu'Alpha recherche, je ne veux pas trop vous en dire parce que vous allez le découvrir là, dans le chapitre qui va suivre, mais le but qu'il recherche, c'est de tester pour voir si Evodia va vendre la mèche à propos de sa relation avec Solaris, parce que Solaris, c'est un professeur. Donc,
Evodia, elle est encore une élève pour les 4 prochaines années, donc il faut qu'ils gardent leur relation secrète. Donc Alpha va tester Evodia pour voir si elle va finalement vendre la mèche, comme quoi elle fréquente un professeur d'Utopia. Donc il l'a pendu sur son instrument de torture, la tête à l'envers, et le passage finit quand Alpha, en fait, il quitte la cabane. Et Evodia, je vous rappelle ce qu'elle lui dit, parce que c'est quand même important. Elle lui dit « Allez au diable ». Donc, je le rappelle encore une fois, Evodia, forte personnalité, personnalité impulsive, colérique, et qui se laisse pas marcher sur les pieds. Donc, elle dit que c'est pas parce qu'elle a découvert finalement qui était Alpha, que c'était le chef des forces lumineuses, qu'elle va se laisser marcher sur les pieds par lui. Donc, elle lui dit « Allez au diable ». Donc, c'est comme ça que le passage finit. Et Evodia nous explique qu'elle tombe dans les pommes. Elle perd connaissance parce que ça fait des heures qu'elle est pendue la tête par en bas. Donc, le chapitre 16 va débuter finalement avec le réveil d'Evodia. Et là, elle va être un petit peu perdue, bien évidemment. Donc, voilà. Qu'est-ce que je devais vous dire? Oui, ce qui est important aussi, parce que ça, je l'avais pas lu, ce passage-là. Et Arcturus, qui est le meilleur ami d'Evodia, vraiment une très belle relation toutes les deux, une relation d'âme-sœur. Mais Arcturus, au fil du récit, tombe amoureux d'Evodia. Et Evodia, en fait, elle adore Arcturus, comme je l'ai dit, c'est son meilleur ami, mais elle n'éprouve pas de sentiments amoureux envers lui. Et tout ça, c'est avant cette histoire entre Evodia et Solaris. Donc, à l'époque, Evodia est amoureuse de personne. Et elle apprend que son meilleur ami est amoureux d'elle, et ça la met un peu dans l'embarras. Parce qu'il faut savoir que autant Evodia qu'Arcturus souffrent de la blessure du rejet. Et ils ont peur, justement, de, s'ils sont honnêtes l'un envers l'autre, de se faire rejeter. Donc, Arcturus n'ose pas dire à Evodia qu'il est amoureux d'elle, et Evodia n'ose pas dire à Arcturus qu'elle le sait, qu'il est amoureux d'elle, parce qu'en fait, Solaris lui apprend. Il y a vraiment plus de détails là, sur cette partie du récit dans le livre. Donc, Evodia l'apprend de la part de Solaris. Et Evodia n'ose pas le dire à Arcturus, je sais que tu es amoureuse de moi. Donc, ce qui arrive, c'est que Evodia manigance, parce qu'elle aime beaucoup faire des plans machiavéliques. Evodia a une bonne amie qui étudie également à Utopia, Lily. Et Lily, en fait, trouve de son goût Arcturus. Donc, Evodia, tout simplement, va jouer le rôle d'intermédiaire. Elle va dire à Arcturus que Lily a des vues sur lui et elle va vraiment le pousser dans ses bras. Et Arcturus, finalement, découvre en Lily, qu'il connaissait déjà parce que c'est une de ses amies, mais découvre également la femme qu'elle est et il tombe amoureux d'elle, finalement, et ils forment un très beau couple. Donc, ça, je voulais vous le dire parce que ça, c'est important dans le passage qui va suivre. Je veux aussi vous dire, parce qu'on a quand même assisté à une belle scène d'intimité entre Evodia et Solaris, mais je vous rappelle, j'avais pas lu tout le passage là, quand Solaris dévoile ses sentiments à Evodia et finalement elle passe la nuit dans sa chambre. Donc, il y avait un extrait que je vous avais pas lu et dans cet extrait-là, Solaris met vraiment l'emphase sur le fait qu'il veut pas officialiser son union tout de suite avec Evodia. Donc, ce que ça veut dire, parce que c'est un petit peu particulier, sur Jupiter, les choses dans le couple ne fonctionnent pas du tout comme sur Terre. Quand on parle d'officialiser son union, vous allez aussi le découvrir dans le passage. Aidan va expliquer à Evodia qu'est-ce que ça signifie pour les Jupitériens. Donc, de façon sommaire, c'est de se donner à l'être aimé. Donc, Solaris ne veut pas faire l'amour à Evodia tout de suite, il veut vraiment attendre. Je rappelle que sur Jupiter, ils vivent 1000 ans et Solaris est plus âgé qu'Evodia, il a 103 ans maintenant, il me semble qu'il a eu son anniversaire. Evodia est encore toute jeune, il y a une grosse différence d'âge, mais Solaris évolue sur Jupiter depuis des millénaires, donc c'est un homme qui n'est pas pressé. Comme les terriens, on peut l'être parce qu'on a juste 80-90 ans d'espérance de vie, donc on fait les choses toutes très rapidement. Donc Solaris, lui, n'est pas pressé. Et surtout, il sait que Alpha risque de donner un contrat à Evodia et qu'elle risque en fait de partir là, en mission pour l'été. Donc, il ne veut pas précipiter les choses entre eux. Il veut vraiment que Evodia vive ses rêves, réalise là, des missions et qu'ensuite, lui, il sait de toute façon, premièrement, il l'aime profondément. Il sait le lien d'âme qui les unit. Donc, il sait qu'il va passer le restant de sa vie, pour ne pas dire l'éternité avec elle. Donc, tout ça pour dire qu'il n'est vraiment pas pressé, mais Evodia n'a jamais vécu cette expérience-là, qui est la relation sexuelle. Elle est profondément amoureuse de Solaris, donc elle met un peu de pression tout le temps à Solaris pour dire quand est-ce que, puis lui, il lui rappelle
sois patiente, ça va venir quand ça va être le bon moment. Donc, tout ça pour dire que Solaris veut attendre avant d'officialiser leur union. C'est vraiment pas parce qu'ils n'aiment pas Evodia, au contraire. C'est pour les raisons que je vous ai données. Je rappelle, Evodia, c'est quelqu'un d'hypersensible et au niveau de ses sens, tout est très développé. C'est typique chez les personnes au potentiel et les personnes autistes. Donc, je trouvais ça important d'écrire ces caractéristiques-là à travers Evodia. Donc, Evodia n'aime pas les textures gluantes. C'est typique. Moi, je suis moi-même autiste et les textures gluantes, c'est très difficile pour moi. Donc, elle n'aime pas tout ce qui est un petit peu mollasse. Donc, je vous le rappelle parce que là, dans le championnat, Evodia, elle a des intolérances alimentaires et on apprend que pendant le championnat, Alciona permet aux candidats de manger uniquement du gruau et Evodia ne peut pas, donc Evodia meurt de faim. Donc, elle va faire la rencontre d'une limace et elle va se dire, bon, ben, il faut que je la mange parce que je manque cruellement d'énergie, mais la texture, elle n'est pas capable. Elle n'est pas capable non plus de manger des champignons. Donc, tout ce qui est gluant, elle en parle souvent. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais dans le passage où est-ce que c'est sa première épreuve avec Margot, puis elle s'essuie le front avec sa combinaison, puis elle dit « Yark! » C'est tout gluant de sueur. À chaque fois qu'il y a de la mort, c'est tout gluant. Donc, c'est ça. Ça, c'est un aspect d'Evodia que je voulais vous rappeler. Je veux vous rappeler également qu'Evodia adore donner des surnoms à tout le monde, à tout ce qu'elle voit, en fait. Donc là, vous allez voir dans la forêt d'Utopia, elle va baptiser tous les insectes, les animaux qu'elle va croiser. C'est sa manière aussi de... En fait, c'est qu'Evodia, c'est restée une gamine dans sa tête. Donc, elle s'amuse avec rien. Donc, elle adore, c'est ça, s'amuser avec... elle explique aussi que son cerveau, il est en arborescence. Elle a beaucoup d'imagination, donc ça part tout le temps dans tous les sens, dans ses pensées, fait des associations super rapides parce que c'est une HP, je le rappelle. Donc, tout ça pour dire que, par exemple, elle va voir... elle va l'expliquer, elle voit un écureuil, ça, il a l'air intelligent, ça lui fait penser à Platon parce que ce philosophe est intelligent, donc il va l'appeler Platon. Mais tout ça, ça va très très vite dans sa tête. Donc je vous rappelle, c'est ça, elle aime bien baptiser les gens, leur donner des surnoms. D'ailleurs, son ami Arthurus, il s'appelait pas comme ça au départ, il s'appelait Sébastien, mais sur le vaisseau d'Elaïla, elle choisit de le rebaptiser et il a accepté, donc il a vraiment changé de prénom, tandis que ses autres camarades, comme elle a un copain qui participe au championnat qui s'appelle Sirius, mais en fait, il s'appelle Jacob, mais elle l'a baptisé Sirius. Elle a sa copine qui s'appelle Rose, qui est baptisée Stella. Il y a Cassiope également, qui s'appelle pas du tout comme ça, qui est présente également dans le championnat. Tout ça pour dire, vous allez vraiment voir dans le tome 2 l'éclatement de l'imagination d'Evodia. Ça l'apporte, il y a beaucoup de scènes très, très humoristiques. Je me suis vraiment amusée là, à explorer l'imagination d'Evodia. Dernière chose maintenant, je vous rappelle les peurs d'Evodia. Donc, elle est claustrophobe et quand justement elle vit son épreuve avec Alpha sur l'instrument de torture, puis qu'elle vit une sortie hors du corps, donc elle pense que c'est son âme qui voyage, mais en fait, c'est que son... En fait, oui, son âme, mais son âme est dans son corps astral, donc ça lui permet de quitter son corps physique de façon temporaire. Et quand elle vit cette expérience-là, puis qu'elle revient dans son corps, c'est là aussi qu'elle comprend pourquoi elle est claustrophobe. Donc, quand on goûte à la liberté de l'âme, quand on voyage à travers nos corps subtils, c'est incroyable le monde qui s'offre à nous. Donc, il n'y a plus de contraintes. Et quand on revient, on se sent enfermé comme dans une camisole de force. Donc, c'est en partie pourquoi là, Evodia est claustrophobe. Je vous le rappelle parce qu'il va y avoir une épreuve nécessairement qui va l'amener à affronter cette peur. Parce que, je le rappelle, Alpha crée les épreuves de façon très personnalisée selon les candidats, selon leur profil. Donc, c'est sûr qu'il va aller créer des épreuves qui vont les mettre face à leur plus grande peur pour qu'ils puissent s'en libérer. Et une autre peur qu'Evodia a, elle a peur d'avoir des troubles de santé mentale parce que ça, elle l'explique là, un petit peu plus tard dans la famille Chevalier. La schizophrénie court et il y a sa tante Déliska qui a fini sa vie à l'hôpital psychiatrique. Donc ça, c'est vraiment une grande peur d'Evodia, de perdre la raison, de perdre la boule. Et vous allez voir là, dans ce qu'elle va vivre, ça va l'amener au bord du précipice, j'ai envie de dire. Donc voilà pour toutes les petites infos que je voulais vous partager. Et comme toujours, je vous souhaite vraiment un bon moment avec ce chapitre. Vous allez voir dans le prochain chapitre et d'énormes révélations qui vont tomber par rapport au passé d'Evodia, donc des pièces du casse-tête qui vont affluer. Et il me tarde encore une fois de vous lire ce chapitre. Je le rappelle, ma saga, si vous voulez m'encourager, elle est disponible
disponibles sur Amazon, format papier, format numérique. Et sinon, si vous préférez les livres audio, je vous les offre de façon tout à fait gratuite parce que je le rappelle, pour moi, j'adore vous partager mes univers. Mon univers, il est riche, il est complexe. Donc, que ça soit au travers d'Âme stellaire ou de mes 2 autres sagas, Eden Flamme Jumelle, je prends tellement de plaisir. Donc, encore une fois, merci de me permettre de vivre cette aventure avec vous. Bonne écoute! Des roucoulements d'oiseaux, un matelas de sapin, une mer d'arbres colorés qui transperce le ciel rose fuchsia. Ouf, j'avais peur de me réveiller dans ma chambre. Je me redresse tranquillement. La douleur dans ma tête est encore vive, mais je me console en me disant que je n'ai pas perdu la vue. Le soleil s'apprête à se coucher et Aidan s'affaire à préparer le feu pour la nuit. Sa présence est réconfortante et je lui adresse un sourire. « Tu es là, dis-je, ravie de le revoir. » Il me rend mon sourire. Bien sûr que je suis là. C'est maintenant notre chez nous ici. J'ai eu un instant peur que tu ne reviennes pas. Qui m'a ramené? Solaris. Pardon? Je le fixe, les yeux écarquillés, essayant d'assimiler l'information. Aidan m'avoue qu'il a été aussi surpris que moi par cette intervention. T'a-t-il dit quelque chose? Je demande, le cœur battant. Non, à part de continuer à prendre soin de toi. C'est vrai? Et il n'avait pas l'air en colère? En colère? Peut-être un peu. Mais il ne t'a pas expliqué pourquoi. Non. Je soupire, craignant que Solaris n'ait pas apprécié de me voir blottie dans les bras d'Aidan. Je ne savais pas que les professeurs avaient le droit d'intervenir comme ça, pensais-je à voix haute. Ce n'est jamais arrivé et c'est pourquoi j'ai été aussi surpris. Il a dû t'arriver un truc vraiment moche pour qu'il fasse une entorse aux règles. Mouais, disons qu'Alpha n'a pas été très sympa avec moi, je déclare d'un ton morose. C'était encore lui qui t'évaluait? Je hoche la tête, l'esprit toujours hanté par les souvenirs. Il m'a pendu par les pieds pendant près de 3 heures, je laisse échapper avec un frisson d'horreur. Si Solaris n'était pas intervenu, je crois que je serais toujours dans cette position. Non, s'exclame-t-il, visiblement choqué. C'est moche, hein? En effet, je ne comprends vraiment pas pourquoi il s'acharne sur toi. Je soupire, si seulement je le savais. Tu n'as vraiment pas la moindre piste? Si ce n'est que je lui ai fracassé le nez, non, je réponds, un brin ironique. Et ton épreuve, en quoi consistait-elle? Je prends quelques secondes pour réfléchir. Je n'en suis pas trop sûre en fait. J'ai l'impression qu'il désirait me soutirer des aveux, mais ça n'a pas de sens. Il sait déjà tout, alors pourquoi me cuisiner? C'est à son tour de réfléchir. Il voulait peut-être tester ton degré de loyauté. Bon sang, pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Maintenant que tu le dis, c'est tellement évident. Et cela signifie que j'ai réussi l'épreuve. Tu peux être fier de toi. En tout cas, moi, je le suis. Il me sourit et son sourire est la plus belle chose que j'ai vue aujourd'hui. Tu es gentil. Je sais, glose-t-il en imitant mes battements de cils. Un rire complice éclate entre nous, apportant un répit bienvenu après tout ce stress. J'ai dit devant la caméra que j'étais amoureuse de toi, je lui avoue. J'espère que ça ne te gêne pas. Pas du tout. Et puis j'ai dit la même chose. Je suis de plus en plus convaincue que ça va jouer en notre faveur. Tu crois? Mais Alpha ne m'a pas cru. Ce n'est pas grave. L'important, c'est d'arriver à toucher le cœur des spectateurs. Et ça ne te dérange pas de mentir? Je ne mens pas. C'est vrai que je t'aime bien. Moi aussi, je t'aime bien, mais j'espère que tu ne crois pas que... Il pose son index sur mes lèvres pour me faire taire. Tu es la meilleure partenaire que j'ai jamais eue. En plus, tu arrives à me faire rire comme personne. Mais ce n'est pas pour autant que je souhaite développer une relation amoureuse avec toi. Je pousse un soupir de soulagement. Les souvenirs de ce qui est arrivé entre Arturus et moi m'assaillent et j'ai craint un instant de perdre l'amitié d'Aidan. Tu as des vues sur quelqu'un, lui demandai-je par curiosité. Pas pour le moment, mais tu sais, mon vœu le plus cher est de faire partie de l'armée d'Alpha, alors c'est bien que mon cœur soit libre. Et toi, qu'en est-il de ton côté? Je sens mes joues s'enflammer tandis que mes mots sortent bafouillés. Il n'y a personne. Il éclate de rire. Bon sang, Evodia, tu sais que tu n'es pas très crédible? Je lève les yeux au ciel.
Pour ma défense, j'ai épuisé toutes mes réserves d'énergie avec Alpha, sans compter que je n'ai presque pas fermé l'œil de la nuit. Je crois que je commence à délirer. Toujours aussi taquin, il réplique. Tu devrais piquer un roupillon. Je vais faire le premier tour de garde, mais attends-toi à quelques questions à ton réveil. Je lui adresse ma plus belle grimace. Oublie ça, je ne te dirai rien, mais je veux bien dormir un peu. Je retire mes bottes, laissant échapper un soupir de satisfaction. Puis, m'allongeant sur le dos, je contemple les étoiles. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance. Et puis lutter toujours, sans question ni repos. Je n'ai pas le temps de terminer la chanson de Brel. Je voyage déjà au royaume des songes et Cyrus me tient compagnie une bonne partie de la nuit. Au petit matin, une nappe grisâtre couvre entièrement le ciel, signe que la pluie sera au rendez-vous sous peu. Nous nous empressons d'effectuer nos tâches et entassons les branches que nous avons ramassées sous notre abri. À la ferme, j'ai déjà essayé d'allumer un feu avec du bois trempé et c'est la galère. Assis sous notre toit de sapin, je grignote les quelques baies que j'ai cueillies, tandis qu'Aidan savoure son gruau. Enfin, savourer est un bien grand mot. Il engloutit le tout en 3 bouchées et je me demande comment son estomac fait pour encaisser le choc. Pour ma part, j'aurai le hoquet jusqu'à la fin des temps. Alors, cet homme lance-t-il en léchant sa cuillère, ses yeux verts brillants de malice. « Je t'ai dit qu'il n'y avait personne. »« Oui, mais je ne suis pas dupe. Allez, ça restera entre nous. » Je pince les lèvres pour lui signifier que je ne lui révélerai pas mon secret. Cependant, il ne lâche pas prise. C'est un garçon de 5e, c'est pour ça que tu n'oses pas en parler? Soupirant, je secoue la tête. Je t'ai dit de laisser tomber. Soudain, la pluie s'abat sur la forêt. Aidan m'annonce alors que c'est le moment idéal pour jouer à Qui suis-je? J'aime bien ce jeu et comme je me doute qu'il ne devinera jamais, j'accepte. Est-ce qu'il participe au championnat? Commence-t-il avec enthousiasme? Non. Ce n'est donc pas ce garçon au crâne rasé. Non, lui, c'est mon meilleur ami. Ah, alors il est avec toi dans le groupe de Solaris? Je ris intérieurement, mais je prends soin d'arborer un visage neutre. Non. Dans celui de Geronimo alors? Non. Dans celui d'Echo? En prononçant son nom, ses yeux s'écarquillent comme s'il venait de remporter le championnat. Nom d'un chien, je t'ai vu danser avec lui au bal. Oui, et alors? Alors ça veut dire que tu es amoureuse de lui. Bon sang, Evodia, je ne savais pas que tu étais attirée par les hommes d'âge mûr. Tu sais qu'Echo a 148 ans? Il s'exclame si fort que je suis certaine que tout le château a entendu. Veux-tu bien cesser de crier? Insistai-je en lui lançant un regard sévère. Je ne veux pas me faire renvoyer. Pardon, s'excuse-t-il en chuchotant cette fois. Et ne t'inquiète pas, je n'en parlerai à personne. J'espère bien. Alcyona ne me porte déjà pas dans son cœur, alors si elle apprend que je fréquente un des professeurs, elle va me tuer, c'est certain. Si ça peut te rassurer, c'est déjà arrivé par le passé, et l'étudiante est toujours en vie. Enfin, elle n'est plus une élève maintenant. Elle a gradué en 2023, je crois. J'enregistre cette info dans mon cerveau, au cas où Alcyona chercherait des noises. Elle sortait avec qui? Avec Praxis. Il enseigne aux élèves de 4e. D'après les dernières nouvelles, ils sont toujours ensemble. Ce n'est pas surprenant car sur Jupiter, il est rare que les couples se séparent. Il y a bien quelques amourettes de jeunesse, mais quand vient le temps de choisir notre partenaire de vie, nous prenons cela très au sérieux. Tu es né ici? C'est bête, mais je croyais que tu venais de la Terre comme moi. En fait, j'ai vécu quelques incarnations là-bas, mais Jupiter est ma planète d'origine. C'est ici que mon âme se sent vraiment chez elle. Ah, je comprends. Mais dis-moi, comment se passe l'union entre 2 personnes sur Jupiter? Y a-t-il un rituel pour sceller l'engagement? Tu veux parler du mariage? Non. Sur Jupiter, nous ne ressentons pas le besoin de formaliser notre engagement par un contrat. Nous le montrons d'une autre façon. Ah oui? Comment? En se donnant à l'être aimé. Il n'y a pas de plus belle façon de sceller notre union. Son aveu provoque des émotions contradictoires en moi. D'un côté, cela me rappelle la volonté de Solaris d'attendre, alors que de l'autre, cela confère une dimension sacrée à l'acte sexuel. Sur Terre, j'ai observé que les gens faisaient l'amour sans avoir conscience de la profondeur de l'expérience. Pourtant, je pressens que plusieurs aspects de notre être s'unissent à ce moment-là.
D'ailleurs, lorsque Solaris m'a embrassé, ce n'est pas seulement nos corps qui ont fusionné. Nos âmes et nos esprits étaient également en symbiose, créant une harmonie d'une intensité que je n'avais jamais ressentie. Plongé dans cette douce rêverie, Aidan me ramène à l'instant présent. Echo est un homme bon, je suis vraiment heureux pour vous, et ne t'en fais pas avec Alcyona. Il lui arrive parfois d'avoir l'air sévère, mais elle a un cœur en or. Si elle sent que votre amour est authentique, elle ne s'opposera pas à votre union. Elle vous demandera simplement d'être discret. Du moins, jusqu'à ce que tu aies fini tes études. Après ça, vous serez libre de vivre pleinement votre relation. Un soulagement immense m'envahit et je lui offre un sourire. Merci, vraiment, ça me rassure énormément. Pas de quoi. Bon, maintenant, on joue à quoi? Il va falloir trouver de quoi s'occuper car je crains qu'il ne pleuve toute la journée. Sa prédiction s'avère exacte et le soir venu, nous avons du mal à faire prendre le feu. Heureusement, notre abri a résisté aux violentes bourrasques et je me demande s'il n'y aurait pas eu une intervention divine. Dans les sentiers, de nombreuses branches jonchent le sol et je me promets de les ramasser à l'aurore. Cela nous fournira du bois pour la semaine à venir. J'insiste pour avoir le premier tour de garde et Aidan ne s'y oppose pas. Même si nous réussissons à dormir quelques heures par-ci par-là, la fatigue s'accumule et je suis reconnaissante de ne pas avoir eu d'épreuve aujourd'hui. Cela fait maintenant 4 jours que je ne mange que des baies et mes réserves d'énergie sont au plus bas. Pendant la nuit, j'essaie de me fabriquer un arc avec les moyens du bord, mais je peine à façonner les flèches. Si seulement j'avais un couteau, ce serait déjà plus facile. À bout de nerfs, je finis par abandonner le projet, mais au matin, un miracle se produit. Enfin, le mot est un peu fort. Une chenille bien dodue rampe sur un tronc violet. Je crois que je viens de trouver mon petit déjeuner. Je l'emprisonne entre mes doigts, mais elle continue de se tortiller. Oh Seigneur, c'est tout gluant. La nausée me monte à la gorge et j'essaie d'apporter ma concentration ailleurs. Allez, Evodia, tu n'as qu'à penser à Solaris. Le souvenir de notre premier baiser émerge, mais un bruit métallique m'extirpe de ma douce rêverie. Un drone s'approche de mon visage et le fait de savoir que tous les étudiants d'Utopia m'observent m'encourage. Je ferme les yeux et quand je les rouvre, la chenille est déjà sur ma langue. Yerk! Elle se tortille de plus belle et je la recrache aussitôt. C'est vraiment au-delà de mes forces. Je me demande si je n'aurais pas plus de succès avec les sauterelles. J'ai impérativement besoin de protéines et elles en contiennent beaucoup. Malheureusement, il ne semble pas en avoir dans la forêt. En revanche, je croise la route de Rosie, une jolie libellule qui se pose sur mon doigt. Je prends cela comme un signe et je lui pince une aile pour la retenir. Je suis désolée, murmurai-je avant de lui croquer l'abdomen. La texture n'est pas si mal et j'arrive à avaler cette fois. Je reprends même 3 autres bouchées, puis je lui fais une petite pierre tombale. Après tout, elle m'a offert sa vie. De retour au campement, Aidan est fier de m'avouer qu'il m'a cueilli des champignons. Cela m'attriste de devoir lui dire que je ne peux pas les manger. À moins que tu ne veuilles me voir dégobiller. Ça te répugne à ce point? Oui, malheureusement. Mais je te remercie et j'aimerais savoir ce que je peux faire pour te rendre l'appareil. Un simple bisou suffirait. Un drone plane au-dessus de nous, capturant chaque moment. Je dépose un baiser sur sa joue. Nous sommes cependant loin d'être quittes. J'ai l'impression que tu en fais beaucoup plus que moi. Ce n'est pas vrai. Et puis, je te rappelle que grâce à toi, nous avons du bois pour plusieurs jours. Oui, mais j'ai peur qu'Alpha vienne ruiner nos efforts en nous appelant en même temps. S'il n'y a personne pour monter la garde, il pourrait facilement détruire notre campement. C'est une réalité que nous soyons là ou pas. Mais bon, inutile de trop s'en préoccuper. S'il y a une chose que j'ai apprise de mes championnats précédents, c'est qu'il faut rester concentré sur ce qui se déroule ici et maintenant. Tu as raison. Alors, qu'as-tu envie de faire ici et maintenant? Je pensais aller à la rivière, répond-il en empoignant nos gourdes. La prochaine épreuve est celle de groupe et nous ne savons pas combien de temps elle va durer. Tu crois qu'elle débutera aujourd'hui? J'en sais rien, mais il vaut mieux être prêt. Allez, à tout de suite. Alors qu'il s'éloigne, je m'aventure à explorer un nouveau secteur de la forêt. Je suis déterminée à remporter l'épreuve de cache-cache et en chemin, je rencontre 5 amis libellules. Ce n'est pas suffisant pour me faire un festin, mais au moins, mon estomac cesse de crier famine. Quand je rentre au campement, je suis rassurée de voir que nos réserves de bois sont toujours sous notre abri. Cependant, Aidan n'est toujours pas de retour et je suis inquiète pour lui. Ça fait plus de 4 heures qu'il est parti et je me mets à courir vers la rivière. À mon arrivée, je scrute les alentours. Aucune trace de lui. Une bouffée de terreur me saisit. Et s'il s'était noyé?
Dans un élan paniqué, je plonge dans l'eau cristalline, mais je me sens immédiatement ridicule. Alpha a peut-être un cœur de pierre, mais il ne laisserait pas l'un de ses candidats mourir. En revanche, Aidan m'a prévenu à maintes reprises qu'il tenterait tout pour nous séparer et je commence à craindre que ce moment soit arrivé. Une vague de colère et de tristesse me submerge et c'est avec les larmes aux yeux que je fais route vers le campement. Je me retrouve désormais seule, confrontée à une certitude implacable. Les jours à venir seront les plus sombres de ma vie. 10 jours se sont écoulés depuis qu'Aidan a été kidnappé. Enfin, je me doute qu'il n'a pas été enlevé, plutôt déplacé de force, ce qui revient au même pour moi. Il n'est plus là et la solitude me pèse plus lourdement que jamais. Sans compter que je suis morte de trouille. La nuit dernière, j'ai cru entendre des loups rôder autour de mon abri. Ou peut-être était-ce simplement mon imagination qui me joue des tours. Honnêtement, je ne sais plus ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. J'essaie de dormir le jour car la nuit, je dois veiller sur le feu. Le problème, c'est que je n'arrive pas à m'endormir lorsqu'il fait clair. Mais le manque de sommeil n'est pas le seul responsable de mes hallucinations. J'ai l'impression d'avoir dévoré toutes les libellules de la forêt, or mon estomac continue de grogner de plus en plus fort. Ce matin, lors de mon arrêt à la cabine sanitaire, j'ai poussé un cri d'horreur en croisant mon reflet dans le miroir. Mes joues semblent avoir été aspirées à l'intérieur, tellement elles sont creuses. Je ressemblais déjà à un manche à balai avant le championnat, mais là, je pourrais facilement passer pour un squelette ambulant. Je suis presque certaine que mes côtes sont visibles à travers ma combinaison. Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est que mes règles se font toujours attendre. Pourtant, je dois admettre que ça m'arrange bien, car ça aurait été la cerise sur le gâteau de la galère. Toutefois, Alciona a fait promettre à toutes les candidates d'appuyer sur le bouton d'urgence en cas de problème à ce niveau-là. Pour elle, notre santé prime avant tout, mais personnellement, je n'ai aucune envie d'être évacuée pour une simple question de sang. J'ai trop donné pour abandonner si près du but. Pour être certaine de ne pas succomber à la tentation, j'ai enterré ma montre à côté de la pierre tombale que j'ai improvisée pour Rosie. J'ai même fait une prière. C'est là que j'ai réalisé que j'étais en train de devenir aussi cinglée que Tom Hanks dans le film Seul au monde. Je n'ai simplement pas de ballon de volleyball, mais cela ne m'empêche pas de baptiser toutes les bestioles que je croise sur ma route. Ça me garde occupée. J'ai gravé leurs noms sur l'écorce d'un arbre au tronc turquoise et je les lis à voix haute au moins 30 fois par jour. C'est devenu ma comptine préférée. Mais cet après-midi, je n'ai pas le temps de la terminer. Une voix d'homme rompt le silence qui règne dans la forêt. Tous les candidats des cohortes 2367 et 2368 sont priés de se rendre sous le hêtre pleureur, annonce-t-il. Une vague d'émotions me submerge et les larmes me montent aux yeux. Après une si longue attente, ce moment tant espéré est enfin arrivé. Je cours jusqu'au point de rassemblement. Bien que plusieurs personnes soient déjà présentes, une seule retient mon attention. Arthurus. Il se retourne et dès que j'aperçois son visage, je fonds en pleurs. Après 10 jours passés à vaciller entre terreur et folie, je me demande un instant si je ne suis pas en train d'halluciner. « Est-ce que tu es réel ?» murmurai-je en me jetant dans ses bras. « Je suis bien réel et je suis heureux de te voir », me console-t-il gentiment. « Pas autant que moi », répliquai-je en m'accrochant à lui, comme si le monde entier allait s'effondrer si je le lâchais. Mais nos retrouvailles sont de courte durée. Un homme vêtu d'une toge orange brûlée, que je reconnais vaguement pour l'avoir aperçu dans les corridors, vient d'interrompre notre étreinte. Je crois qu'il enseigne aux élèves de 3e, mais son nom m'échappe. D'un ton direct, il nous demande de former un cercle autour de lui pour que tous puissent entendre les instructions qu'il s'apprête à donner. Je suis ici pour vous donner les consignes concernant l'épreuve à venir, mais tout d'abord, nous allons procéder à la pige. Il demande à Cassiopée de tirer un papier au sort, puis un gars de l'autre cohorte fait de même. Le professeur nous annonce ensuite que Margot et Victor seront les premiers chercheurs. Cela me rassure, car Margot, avec ses capacités de bilocation, est redoutable. Elle pourra être à 2 endroits à la fois, rendant la tâche bien plus complexe pour l'autre équipe. Dans les 15 prochaines minutes, poursuit le professeur, vous devez trouver un endroit où vous cacher. Que vous choisissiez de le faire seul ou en équipe, une fois à votre position, vous ne pouvez plus changer d'endroit. Quand le chercheur de la cohorte adverse vous découvrira, vous devrez retourner sous le hêtre pleureur. Mais attention, cela ne signifie pas que votre partie est terminée. À mon signal, vous aurez la possibilité de venir en aide à Victor et Margot. Plus la partie avancera, plus il y aura de chercheurs sur le terrain et le jeu se poursuivra jusqu'à ce que le dernier joueur soit trouvé. Des questions? Oui, opine Nathanaël.
Est-ce qu'on peut construire un abri? Bien sûr, c'est même fortement conseillé. Et concernant la bouffe, demande une fille de l'autre cohorte. Vous recevrez une poche de gruau demain matin. Grou, j'avais naïvement espéré avoir enfin quelque chose à me mettre sous la dent. Et qu'est-ce qu'on fait si l'on a envie de faire la grosse commission? Cette question de Sirius fait rigoler le professeur. Avez-vous peur qu'un cerf vous voie les fesses? Non, je pensais plutôt au drone. Ne vous en faites pas, ces petits engins savent être respectueux quand il le faut. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, c'est le moment de former vos équipes pour ceux qui le souhaitent. Naturellement, Arcturus et moi nous regardons et je pense à prendre Sam avec nous. Je me sens toujours mal de l'avoir abandonné et je suis heureuse qu'il accepte ma proposition. Mais mon sourire s'estompe lorsque le professeur annonce la prochaine consigne. Une dernière chose, dit-il en brandissant des cordes. Vous devrez vous attacher les jambes ensemble. Un murmure de surprise traverse le groupe. Vous ne pouvez vous libérer de vos cordes que pour des besoins naturels. Toute autre tentative entraînera une élimination immédiate, ajoute-t-il. Je me positionne au centre, émettant un grognement alors que je m'accroupis pour nous ligoter. Mon plan vient de tomber à l'eau et je mobilise mes neurones pour trouver une autre cachette. En 15 minutes, nous ne pourrons pas rejoindre la grotte que j'avais repérée. Par chance, je me souviens de la carte qu'Aidan a dessinée et je me demande si nous aurons le temps de nous rendre à la station 5. Près de la cabane, une trappe mène à un abri souterrain. Nous y serions au chaud, mais j'ai peur que le bunker soit de la grosseur d'une boîte de sardines. Si tel est le cas, je risque de paniquer. Mais je ne vois pas d'autre option. Après une brève concertation avec Arcturus et Sam, mon plan est approuvé. Lorsque le départ est donné, nous courons aussi vite que possible vers le nord, mais la tâche est bien plus difficile que prévu. Nous avons du mal à synchroniser nos pas et nous finissons régulièrement les fesses au sol, la frustration grandissant à chaque chute. C'est pas possible, râlai-je en me redressant pour la énième fois. Arcturus, toujours aussi calme, propose une solution. On va compter. 1, pied gauche en avant. 2, pied droit en avant. On se cale sur ce rythme. Après quelques essais maladroits, le plan fonctionne enfin et nos mouvements deviennent plus coordonnés. Nous réussissons à maintenir la cadence et, à force de persévérance, atteignons la station en 13 minutes et 8 secondes. Moins de 2 minutes, haletai-je. Allez, on descend. Avec ses biceps de Popeye, Sam se charge d'ouvrir la trappe. Camouflée à la perfection, elle était presque invisible. Sans la carte d'Aidan, nous l'aurions sans doute manqué. Sous nos pieds, une échelle en bois s'enfonce dans l'obscurité du bunker. Arcturus, tu pourrais descendre en premier, s'il te plaît? J'ai commis l'erreur de jeter un coup d'œil en bas, et maintenant je tremble comme une feuille. Il me faut trouver un moyen de me calmer les nerfs. Instinctivement, je commence à réciter ma comptine. Rosie, Denissa, Samy, Ulysse, Tacos, Scarlett, Platon. Je m'interromps subitement. Je viens de remarquer que Sam me dévisage, l'air de se dire « La pauvre, elle perd la boule ». Afin de valider son verdict, il me demande si ce sont mes amis imaginaires. En guise de réponse, je lui adresse ma plus belle grimace. Ce n'est pas le moment de lui expliquer que Platon est un petit écureuil brun olive que j'ai rencontré en allant à la rivière. Il avait l'air si intelligent que j'ai immédiatement pensé au célèbre philosophe et décidé de le baptiser ainsi. Tout en continuant de réciter ma comptine, mentalement cette fois-ci, je descends à mon tour dans l'abri, mes mains crispées sur les échelons. Un drone réussit à s'infiltrer avant que Sam ne referme la trappe. Pendant un instant, on ne voit plus rien, puis une lumière rouge s'allume tout à coup. Rouge, comme la couleur du sang. On se croirait dans un film d'horreur de série B. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a 4 lits de camp alignés contre le mur, et Arcturus vient tout juste de découvrir une boîte pleine de pastilles d'hydratation et de nourriture lyophilisée. Alléluia! La vie semble enfin avoir jugé que je mérite une récompense pour tous mes efforts. Mais je crains de m'être emballé trop vite. La plupart des rations contiennent des arachides ou de l'avoine. Arcturus ne baisse pas les bras et finit par dégoter un pad thai sans gluten. Je n'en crois pas mes yeux et des larmes de joie inondent mes joues. J'ai envie de l'engloutir en 2 temps 3 mouvements, mais Sam me conseille d'y aller doucement. Je viens de lui révéler que Rosie est une libellule. Du moins, elle l'était avant que je la dévore. À présent, il ne reste que son énergie de vie et je me console en me disant qu'elle fera toujours partie de la forêt. Après quelques bouchées, je commence déjà à me sentir mieux. Ce n'est qu'à cet instant que je réalise pleinement où je me trouve, dans un cercueil de béton, et je ne reverrai plus jamais la lumière du jour. Au secours!
J'ai l'impression de manquer d'air. Dans un geste paniqué, je descends la fermeture éclair de ma combinaison. Je parviens à sortir un bras sans que mes seins soient à découvert, mais ce n'est pas suffisant. J'étouffe, littéralement. Mon souffle devient court et mes pensées se brouillent. Je suis piégée, ici, pour toujours. Arturus, remarquant mon état de panique, me parle doucement, sa voix se frayant un chemin à travers le tumulte de mon esprit. « Regarde-moi, Evodia. Respire. Concentre-toi sur ma voix. » Mais je n'arrive pas à m'en crier. Ces paroles me paraissent lointaines et mon esprit est déjà happé par ma comptine. Une litanie rassurante qui défile dans ma tête. Ravel, Newton, Bouboule, Hachi, Tofu, Coco. Les noms se succèdent comme une bouée à laquelle je m'accroche désespérément. Soudain, la voix d'Arturus se fait plus ferme, plus présente. « Et concentre-toi. On va respirer ensemble, d'accord? Je vais compter. 1, 2, 3, on inspire. 4, 5, 6, on expire. Allez, c'est parti. » Il plaque ses paumes sur mes joues, exerçant une pression forte, à croire que Solaris lui a enseigné sa technique. Quoi qu'il en soit, ça fonctionne. Peu à peu, je parviens à aspirer une petite bouffée d'air, chaque respiration un peu plus profonde que la précédente. « C'est très bien, continue comme ça, m'encourage-t-il. Allez, on recommence. » Sam se met de la partie pour m'aider à garder le rythme. Ensemble, nous enchaînons les respirations, 14 cycles précis et réguliers. L'étau oppressant qui m'étranglait commence enfin à se desserrer. Même si le pire semble passé, je poursuis l'exercice pendant encore 12 cycles supplémentaires, juste pour m'assurer que la panique ne reviendra pas en force. « Merci les gars, dis-je en glissant mon bras dans ma combinaison. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. » « Pourtant, tu as bien réussi à survivre seul pendant 10 jours, fait remarquer Sam. Sa voix est empreinte d'admiration, mais je secoue la tête en me remémorant l'état dans lequel j'étais. Oui, mais honnêtement, je crois que ça m'a rendue complètement cinglée. Je suis trop heureuse de pouvoir enfin parler à des êtres humains. Je comprends, répond Sam avec un sourire en coin. J'ai été seule seulement quelques heures et j'étais à un cheveu de déclencher une réunion de famille dans mon cerveau. Les remords ressurgissent en moi. Je suis vraiment désolée de t'avoir abandonné. Tu ne m'as pas abandonné, me rassure-t-il. C'est moi qui ai choisi de ne pas te suivre. Et si cela peut apaiser ta conscience, sache que Margot et Arturus m'ont très bien accueilli. Vous étiez ensemble, m'étonnai-je. Oui, confirme Arturus. On a formé une sacrée équipe. Je souris soulagée. Tant mieux alors. Aidan était aussi un excellent coéquipier. Le meilleur même, si je suis honnête. Les yeux perdus dans le vide, je revis ces moments intenses que nous avons partagés en si peu de temps. En moins d'une semaine, il a su conquérir une place dans mon cœur, tissant une amitié aussi précieuse que celle que j'entretiens avec Arturus. Il te manque, hein, lance ce dernier, discernant mes émotions. Énormément, avouai-je dans un souffle. J'aurais tant aimé pouvoir terminer le championnat avec lui. Sam, fidèle à son sens de l'humour, ne tarde pas à répliquer avec un clin d'œil taquin. Tu vas devoir te contenter de nous pour la suite. Je ris. Je ne peux pas dire que je suis mal accompagnée. En revanche, je donnerais tout pour retirer ces foutues cordes. Dans l'escalier, j'ai eu peur de te tomber dessus, dis-je à Arturus. C'est vrai que ça complique un peu les choses, mais nous n'aurons plus à nous déplacer et je dois dire que c'est la meilleure planque que nous pouvions espérer. Nous allons enfin pouvoir avoir une vraie nuit de sommeil et reprendre des forces pour la dernière épreuve. Tout ça, c'est grâce à toi, Evodia. C'est Aidan qu'il faut remercier. Et si ça ne vous ennuie pas, je vais essayer de faire un somme. Je suis rassasiée, mais j'ai encore des hallucinations et j'aimerais bien m'en débarrasser. Qu'est-ce que tu vois? Demande Sam alors que je m'allonge sur un des lits de camp. Tu promets que tu ne te moqueras pas? C'est promis. Sa voix est pleine de malice, mais je prends le risque. Je vois des Ouistiti partout. Il y en a même un qui se balance sur ton épaule gauche. Il ressemble étrangement à Abu dans Aladdin. Sans grande surprise, Sam éclate de rire et je pousse un grognement. Si ça t'arrivait, tu verrais que ce n'est pas drôle. C'est terrifiant de constater à quel point notre cerveau peut nous tromper. Désolée, c'est juste que je m'attendais à quelque chose de plus effrayant qu'Abu, comme des zombies par exemple. Mouais, eh bien ça revient au même. Peu importe que ce soit des zombies, des Ouistiti ou des dinosaures, ce n'est pas réel et c'est ce qui me bouleverse. Ne t'en fais pas, intervient gentiment Arturus. Tu as juste besoin de te reposer un peu. À ton réveil, je suis certain que tes visions auront disparu. Malheureusement, lorsque je rouvre les paupières 1 heure plus tard, il y a encore plus de Ouistiti dans la pièce. Ça y est, je suis virée dingo.
L'idée d'avoir perdu la raison me terrorise et je sombre dans une nouvelle crise de panique. Malgré les efforts de Sam et d'Arturus pour me calmer, rien ne semble fonctionner. Je dois puiser dans mes ressources intérieures et mes pensées se tournent naturellement vers Solaris. À ses côtés, je me sens invincible et c'est cette part de moi que je dois arriver à contacter. Lorsque nous étions enfermés dans la boîte en bois, j'avais réussi à me calmer par moi-même, en me focalisant sur la sensation de sa présence, plutôt que de me laisser submerger par mes propres angoisses. J'espère que cette approche fonctionnera avec Arturus. Je connais déjà une bonne partie de ses secrets, alors cela me prend un moment pour trouver le bon sujet de discussion. « Comment ça va avec Lily ?» lançai-je soudain. Il me fixe longuement, l'air de se dire « Pauvre Evodia, elle a vraiment perdu la tête. » « Ça va, mais toi, est-ce que ça va? Il y a à peine un instant, j'étais certain que tu allais tomber dans les vapes. » J'ai bien failli, mais je crois avoir trouvé une solution. Je m'excuse d'avance pour mes questions indiscrètes, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour repousser la peur. D'accord. Quoi d'autre aimerais-tu savoir? Eh bien, je me demandais si vous vous étiez engagés l'un envers l'autre. Il fronce les sourcils. Ça dépend ce que tu entends par engagement. Nous ne sommes pas encore fiancés, si c'est ce que tu veux savoir. Bon, je vais devoir être plus directe. Est-ce qu'elle s'est donnée à toi? Demandai-je sans détour. Donnée à moi, dans quel sens? Je soupire. Il semble que je parle une langue étrangère. Avez-vous fait l'amour? C'est cela que je veux savoir. Oh! Eh bien, j'aimerais mieux ne pas en parler devant toute l'école, dit-il d'une voix anxieuse, le regard rivé sur le drone. Je n'ai d'autre choix que de changer de cible, alors je me tourne vers Sam. Et qu'en est-il de toi? Cela fait un moment que je vous observe, Lucie et toi, et il est évident que vous vous plaisez mutuellement. Et puis, ça fait combien de temps que vous vous connaissez? 8 ans, non? Je ne comprends pas pourquoi vous n'osez pas franchir le pas. À l'instar d'Arturus, il se met à bêler comme une chèvre. Ouais, eh bien, Un éclat de rire m'échappe, résonnant dans le bunker. Sam, tu devrais voir ta tête. Mais merci, je me sens beaucoup mieux. Les Ouistiti ont même disparu. Je croyais que la curiosité était un vilain défaut, mais elle semble m'aider à garder la tête sur les épaules. Ouais, eh bien, je suis content d'apprendre que tu n'as plus le cerveau dérangé. D'un autre côté, il laisse sa phrase en suspens, une fine perle de transpiration glissant le long de sa tempe. Je lui fais un signe discret pour qu'il me rejoigne sur mon lit. Connaissant bien ce qui le tourmente, je m'appuie sur ce que Solaris m'a révélé pour le rassurer. Tu sais, au sujet de Lucie, j'ai remarqué qu'elle était attirée vers les hommes avec des bras de Popeye, lui soufflai-je à voix basse pour ne pas être entendue par les spectateurs. Elle a besoin de se sentir en sécurité, et avec toi, je suis certaine qu'elle le sera. Les loups-garous sont d'excellents protecteurs, alors ne te tracasse pas autant, ajoutai-je, l'image de Jacob Black à l'esprit. Sam me fixe avec une lueur étrange dans les yeux, puis pousse un profond soupir de soulagement. Merci, Evodia. Ça fait longtemps que je pense à lui avouer mes sentiments, mais j'avais peur de ne pas être assez bien pour elle. Tu es parfait pour elle, et si j'étais à ta place, je l'inviterais à boire un bubble tea. Arturus éclate de rire, et lorsque Victor découvre notre cachette 50 heures plus tard, nous sommes toujours en train de rigoler. Il serait faux de dire que je suis désormais fan des espaces confinés, mais tout compte fait, j'ai préféré cette épreuve au défi précédent. Comme quoi, nos plus grandes peurs peuvent être surmontées, pour peu qu'on accepte de les affronter. C'est l'une des plus grandes leçons que je retiens jusqu'à ce jour, et j'espère que Solaris est aussi fier que je le suis. Grâce à Arturus, Sam et moi, notre équipe a remporté la victoire. Nous rentrons maintenant à leur campement, le cœur léger et joyeux, en savourant le doux parfum du triomphe et de la camaraderie retrouvée.